Lundi prochain, il y a le match France-Belgique qui va avoir lieu à 18h à l'Euro 2024. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut parier sur la victoire de la France? Et les cotes selon Unibet sont à 1,87 pour une victoire de la France, 3,22 pour un match nul et 4,6 pour la Belgique. Ça veut dire que si vous misez 1 euro sur la victoire de la France et que la France gagne, vous gagnez 1,87. En fait, vous gagnez 87 centimes puisque vous avez payé 1 euro pour pouvoir jouer. Et donc, la question que je vous pose, c'est lequel de ces paris est un pari gagnant, sachant ce que l'on peut savoir à l'état actuel, c'est-à-dire quel est le pari qui maximise l'espérance de gain. Avant d'aller plus loin, je précise que les jeux d'argent peuvent provoquer des addictions très dangereuses qui peuvent mettre des vies en danger. Prenez soin de ne parier que des montants raisonnables et d'accompagner vos proches qui pourraient être victimes de ces addictions. Plus généralement à ce sujet, je vous recommande vivement cet excellent documentaire d'Arte qui appelle à réguler beaucoup plus drastiquement le marketing prédateur des géants des paris sportifs notamment, qui abusent des mêmes ressorts psychologiques que les réseaux sociaux et les machines à sous notamment. Et en fait, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas tant s'il faut jouer de l'argent, mais plutôt comment utiliser les mathématiques pour prédire les résultats probables des matchs de football. Et en particulier pour identifier les paris qui peuvent être gagnants en espérance, c'est-à-dire en gros des paris qui à la longue finiront par nous faire gagner de l'argent. On va parler en particulier de Playful AI, un site web lancé par des amis, à savoir Lucas Mestre et Victor Christophe, tous deux diplômés de l'EPFL, et dont la recherche a produit des modèles mathématiques à l'état de l'art de la recherche pour estimer la probabilité de différentes issues des matchs de football. Comme on en reparlera, leur site effectue en permanence des prédictions bayésiennes sur l'issue des prochains matchs de football. Mais surtout, comme on va le voir, ces mathématiques trouvent des applications bien au-delà des paris sportifs. Ils sont par exemple au cœur de la recherche sur l'alignement des modèles de langage et de celle sur la démocratie numérique, notamment celle du projet Tournesol. D'ailleurs, il y a un an, j'annonçais sur Twitter notre découverte d'une structure mathématique merveilleuse. Et bien, comme on va le voir, cette structure est au cœur de l'apprentissage des préférences humaines, mais aussi donc de la prédiction du niveau des équipes de football à l'Euro 2024. Pour comprendre comment fonctionne Playful AI, on va faire un détour vers un autre problème, celui d'établir un classement des joueurs d'échecs. La difficulté, c'est que le niveau d'une joueuse ne s'observe pas directement, il ne s'observe que comparativement au niveau d'autres joueurs contre lesquels la joueuse a gagné ou perdu. Comme l'explique très bien David de Science Étonnante dans une de ses dernières vidéos, dans les années 1960, le chercheur Arpad Elo a proposé un nouveau système, aujourd'hui appelé le système Elo, pour évaluer les niveaux des joueurs à partir de données comparatives. En bref, après chaque match, le vainqueur va gagner des points aux dépens du perdant, et ce nombre de points gagnés va dépendre des évaluations des niveaux des deux joueurs. Ainsi, si vous êtes un très bon joueur d'échecs avec un score Elo de 2000, et si vous battez un joueur médiocre comme Thibaut, alors vous ne gagnerez pas beaucoup de points. A l'inverse, si vous battez un joueur dont le score Elo est 2000, alors vous gagnerez pas mal de points. Enfin, si vous battez un joueur a priori très supérieur à vous, comme Magnus Carlsen, alors vous gagnerez énormément de points. De façon plus précise, chaque score Elo x va être associé à une puissance P de x qui est égale à 10 puissance x divisé par 400. Ce qui est important à noter, c'est que cette puissance va augmenter exponentiellement avec le score x. Maintenant, si vous avez un score Elo égal à x, et si vous battez un adversaire dont le score Elo est égal à y, alors le nombre de points que vous allez gagner sera la puissance de y divisé par la somme des puissances des deux joueurs, c'est-à-dire p de y divisé par p de x plus p de y. On voit bien avec cette formule que si x est bien plus grand que y, ce qui correspond au cas où vous battez Thibaut, alors p de x va être beaucoup plus grand que p de y et vous allez du coup gagner très peu de points. A l'inverse, si vous battez un joueur de votre niveau, autrement dit si x est de même ordre que y, alors vous gagnerez autour d'un demi-point. Enfin, si vous battez quelqu'un qui est bien meilleur que vous selon le score Elo, alors vous gagnerez presque un point complet. Et notez que si vous perdez, alors la quantité de points que vous perdez ne sera pas p de y divisé par p de x plus p de y, ce sera p de x divisé par p de x plus p de y, histoire de bien rendre les calculs symétriques entre les deux joueurs. En particulier, si vous perdez contre Magnus Carlsen, assurez-vous, vous n'allez pas perdre beaucoup de points. Et alors, vu que le nombre maximal de points que vous pouvez gagner dans une partie est égal à 1 d'après notre définition, vous vous dites peut-être que si votre score Elo est actuellement de 2000, alors même en battant Magnus Carlsen, vous n'allez pas gagner tant de points que cela. En fait, il va vous falloir gagner presque 1000 parties contre des joueurs du niveau de Magnus Carlsen pour atteindre son score Elo. Et 1000 parties, ça fait quand même pas mal de parties à jouer. Eh bien, en pratique, le système Elo peut tenir compte de cela en multipliant le nombre de points gagnés par un facteur K qui est typiquement plus grand pour un joueur qui a peu joué et donc dont le score Elo est a priori mal estimé.
En fait, ce facteur K est intimement lié au dilemme innovation-sécurité dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Et en termes bayésiens, c'est même plus encore lié au dilemme biais-variance qui correspond à une vidéo encore un peu plus vieille. Et ce qui va encore plus nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'en termes d'apprentissage statistique, le facteur K correspond exactement au learning rate de la descente de gradient lorsqu'on cherche à minimiser la vraisemblance des données dans un modèle probabiliste. Ça risque d'être compliqué. Ne partez pas tout de suite, on va détailler ça. En 1952, les statisticiens Ralph Bradley et Milton Terry proposent un modèle probabiliste de l'issue d'un match à partir du niveau des adversaires. Ce modèle est très simple. La probabilité qu'un joueur de niveau X batte un adversaire de niveau Y est donnée par P de X divisé par P de X plus P de Y, où P de X croît exponentiellement avec X. On a vu que dans le cas du Elo, on a P de X est égal à 10 puissance X divisé par 400, mais on peut imaginer de façon plus générale une fonction P de X de la forme P de X est égal à E puissance Tx, où le paramètre T va typiquement définir l'échelle des scores. Mais maintenant, contrairement au score Elo, dans le modèle de Bradley-Terry, X et Y vont être des scores inconnus qu'on va estimer sans faire d'hypothèse en amont sur leurs valeurs, notamment sur les valeurs calculées jusque-là. Quand on a un modèle probabiliste comme cela, avec des paramètres inconnus qui permettent de faire des prédictions probabilistes sur des résultats observés, il est courant de chercher à estimer ces paramètres en question en sélectionnant ceux qui rendent les données observées aussi vraisemblables que possible. Concrètement, tu fais comment? Et dans notre cas, il s'agit de sélectionner les scores des différents joueurs qui maximisent la vraisemblance des données, sachant les résultats des matchs entre les participants. Les scores qui maximisent cette vraisemblance sont tout simplement appelés les maximums de vraisemblance. En supposant que les résultats des différents matchs sont indépendants, la vraisemblance des résultats observés sachant les scores XI des différents joueurs I est égale au produit des PI divisé par PI plus PJ pour tous les matchs entre un joueur I et J où I est le vainqueur du match. Et bien sûr, dans cette équation, PI est, comme vous l'imaginez, P de XI, c'est-à-dire la puissance du joueur I, sachant que son score est égal à XI. Alors, d'un point de vue mathématique, manipuler des multiplications comme celle-là, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, il y a une astuce usuelle qu'on va appliquer, qui consiste à utiliser le logarithme, parce que le logarithme va transformer cette multiplication en somme. Notre problème est alors équivalent à maximiser la log vraisemblance qui est égale à la somme des logs de P de I divisé par P de I plus P de J. Et pour maximiser une telle quantité, on va chercher à annuler les dérivées partielles par rapport au score XI. Si on prend un unique terme log de PI divisé par PI plus PJ, et si on exploite le fait que PI est de la forme E puissance T fois XI, on obtient une dérivée par rapport à XJ est égale à PJ divisé par PI plus PJ. Autrement dit, on obtient exactement l'opposé des points que I gagne après sa victoire contre J dans le système Elo au facteur K près. Bah oui. En fait, ce calcul de la dérivée d'un terme de la quantité à maximiser et le fait d'ajouter cette dérivée au paramètre qu'on cherche à estimer, un facteur K près, c'est exactement ce que propose l'algorithme de descente de gradient stochastique qui est vraiment le moteur de l'apprentissage des réseaux de neurones. Et ça, sachant notamment les propriétés de cette fonction de vraisemblance, dont on peut notamment montrer qu'elle est une fonction concave des scores des différents joueurs, ça garantit le fait que, asymptotiquement, quand les joueurs ont fait suffisamment de parties, les scores calculés par cette descente de gradient stochastique convergeront vers le maximum de vraisemblance. D'une certaine manière, on vient de justifier le système Elo avec des fondements probabilistes. En particulier, cette interprétation probabiliste des scores Elo permet de justifier la cohérence de statistiques observée dans les simulations que David a faites dans sa vidéo. C'est dingue, non? En fait, le lien entre machine learning et classement Elo est même plus fin que cela encore, puisque en pratique, dans le cadre du classement de la Fédération internationale des échecs, la mise à jour des scores Elo ne se fait pas juste après un match, mais plutôt après un tournoi qui correspond à une suite de matchs. Et ça correspond exactement à une descente de gradient stochastique avec des gradients stochastiques estimés par batch de données. Bon, je ne vais pas expliquer exactement ce que ça signifie cette histoire de batch, mais sachez que c'est extrêmement standard en machine learning, notamment pour exploiter la capacité de calcul paralysé des cartes graphiques et donc pour accélérer les calculs de descente de gradient stochastique. Donc c'est pas juste des principes abstraits. L'avantage toutefois d'avoir une approche vraiment probabiliste, plutôt que juste le classement Elo qui ne reste qu'une approximation du raisonnement probabiliste, c'est qu'on pourra être beaucoup plus efficace dans l'estimation des niveaux des joueurs avec moins de données. En termes statistiques, on dit qu'on aura une meilleure complexité d'échantillonnage pour un nombre fixé de résultats de matchs observés, on aura une estimation plus juste des niveaux des différents joueurs.
En particulier, si une très bonne joueuse joue ses premiers matchs officiels, alors ses premières victimes risquent de perdre beaucoup de points car ils perdent contre une joueuse qui a alors un très mauvais score Elo. Mais au fur et à mesure que le score Elo de la très bonne joueuse sera mieux estimé, alors les autres joueurs qui perdront contre elle perdront moins de points. Le moment de la défaite influe alors sur le score des joueurs, et ça paraît extrêmement injuste. Eh bien ça, c'est un artefact du classement Elo, et ça n'arriverait pas si on prenait l'approche probabiliste, c'est-à-dire si à tout moment on calculait le maximum de vraisemblance pour calculer les scores des différents joueurs. Par ailleurs, l'approche probabiliste permet de corriger d'autres anomalies, comme le fait que les scores Elo des joueurs de chess.com semblent surévalués par rapport aux scores Elo attribués par la Fédération internationale des échecs à partir des matchs hors ligne. Tout ça a priori à cause de phénomènes subtils d'inflation de scores, dus notamment à l'arrivée d'un grand nombre de nouveaux joueurs. On a d'ailleurs un phénomène similaire entre le Elo des joueurs français et celui des joueurs russes. Mieux encore, si on met une casquette maintenant pleinement bayésienne, on peut faire mieux que le maximum de vraisemblance et inclure des a priori pour estimer les niveaux probables des joueurs qui ont joué très peu de matchs, mais au sujet duquel on a d'autres informations qui n'ont pas été répertoriées dans les données. Mieux encore, la distribution a posteriori sur les niveaux des différents joueurs nous renseigne sur l'incertitude qu'il faut avoir sur le niveau estimé des différents joueurs, sachant les données limitées qu'on a à son sujet. Bref, l'approche probabiliste est bien meilleure sur de nombreux aspects. Elle a toutefois un défaut de taille, elle requiert des calculs qui sont plus difficiles à comprendre pour les joueurs. En particulier, votre score pourrait évoluer sans que vous n'ayez joué. Par exemple, si celle qui vous a battu a ensuite battu des joueurs beaucoup plus forts que vous, ce qui pousse le modèle probabiliste à interpréter votre défaite différemment. En fait, la beauté du Elo, c'est surtout qu'il est remarquablement simple à comprendre. Votre score n'évolue qu'après un match, il augmente si vous avez gagné, il décroît sinon, et le changement de score est lié à la différence de niveau entre le perdant et le gagnant. Pour estimer les niveaux des différentes équipes de football de l'Euro 2024, l'équipe de Playful AI ne s'est clairement pas attardée sur cette explicabilité. Ils ont préféré avoir des estimations aussi bayésiennes que possible. C'est pourquoi ils sont partis du modèle de Bradley Terry qu'ils ont ensuite adapté pour peaufiner les prédictions des matchs. Notez que de plus, Playful AI tient compte du fait que le niveau d'une équipe évolue au cours du temps. Clairement, l'équipe de France des Mbappé, Griezmann et Tchouaméni n'est pas la même que celle des Gourcuff, Toulalan et Escudé. C'était une autre époque. Je ne rentre pas dans les détails de comment cette évolution est prise en compte, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le modèle de Bradley Terry peut naturellement être utilisé comme une pièce d'un puzzle plus large qui modélise un bien plus grand nombre de considérations pertinentes à l'estimation des niveaux des équipes de football. En particulier, même si ce n'est pas finalement le modèle qu'ils ont adopté pour Playful AI, Lucas Mestre, Victor Christophe et leur directeur de thèse Matthias Grossglauser avaient précédemment considéré un modèle selon lequel le niveau d'une équipe était la somme des niveaux des joueurs. Selon ce modèle, il ne s'agit plus d'estimer ce que vaut une équipe, il s'agit d'estimer le niveau des footballeurs pour en déduire le niveau des équipes. Le gros avantage de cette approche, c'est qu'elle permet d'exploiter les résultats des matchs des clubs, qui sont beaucoup plus nombreux, pour ensuite évaluer le niveau des équipes nationales. Malheureusement, cette approche a aussi quelques défauts. En premier lieu, elle requiert beaucoup plus de calculs, car il y a beaucoup de joueurs de football. Un truc chouette, c'est que des astuces à base de méthode de noyau, ou kernel method en anglais, peuvent être utilisées pour court-circuiter l'estimation des niveaux individuels des joueurs et obtenir des estimations avec moins de calculs. Et surtout, le plus gros problème avec cette méthode, c'est qu'elle nécessite de collecter les informations à propos des joueurs qui ont participé aux différents matchs. Malheureusement, ces données sont souvent déficientes ou difficiles d'accès, et c'est en fait vraiment là que le bas blesse. En fait, pour être honnête, j'espérais initialement faire une vidéo sur le GOAT du football, le meilleur joueur de tous les temps, en espérant que le modèle de Lucas, Victor et Matthias m'aiderait à fournir à tout moment une quantification du score du meilleur joueur du monde, exactement comme on le fait aux échecs. Malheureusement, cette difficulté d'accéder à des données et à des puissances de calcul a rendu mon ambition un peu caduque. Mais passons! On peut maintenant utiliser le modèle de Lucas et Christophe, Playful AI, pour essayer de répondre à la question initiale de cette vidéo. Est-ce qu'il faut parier sur une victoire de la France ? Bien, la France a une probabilité de 39% d'après le modèle de battre la Belgique. Donc c'est associé à une cote de 1,87. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec une probabilité de 39%, vous allez gagner 1,87 et vous êtes sûr, quoi qu'il arrive, de perdre 1 euro, puisque c'est l'euro que vous jouez. Et donc ça vous fait une espérance de gain de moins 27 centimes. Ça veut dire que si vous répétez des paris du genre, vous allez perdre à chaque fois autour de 27 centimes. Pas top.
Maintenant, on peut se demander ce qui se passe maintenant si vous pariez pour un match nul ou pour une victoire de la Belgique. Pour un match nul, donc si vous faites 3,22 fois cette fois, une probabilité de match nul qui d'après le modèle est égale à 0,31. Tout ça moins le 1 euro que vous devez jouer pour pouvoir participer. Et là, c'est un pari qui est presque nul. Vous perdez quand même 0,1 centime a priori en espérance à chacun de ces paris. Par contre, maintenant, si vous pariez sur la Belgique, et bien, en pariant sur la Belgique, vous avez 4,6 avec une probabilité cette fois de 0,3, donc 30%, et avec l'euro que vous perdez à chaque fois. Et ça vous fait une espérance de gain de 38 centimes. Donc c'est quand même assez ouf. Si vous faites confiance au modèle de Lucas et Victor, vous devez parier sur la Belgique. Et avec la Belgique, non seulement vous avez une espérance de gain positive, mais en plus, a priori, assez nettement positive. Bien sûr, ça ne veut pas dire que dans ce cas, la Belgique va gagner et vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est-à-dire que d'après le modèle de Lucas et Victor, si vous répétez les paris de la sorte, vous devriez avoir gagné de l'argent en espérance. Alors encore une fois, prenez tout ça avec des pincettes, méfiez-vous vraiment des paris sportifs, en particulier les problèmes d'addiction qui viennent avec les paris sportifs. C'est des choses qui peuvent vraiment mettre des vies en danger. La dernière chose que je voulais vous montrer par rapport à Playful AI, c'est qu'on voit sur leur site non seulement les probabilités de victoire des différentes équipes, mais également une évolution des performances des équipes à travers le temps. Donc ça correspondait au modèle qui était dynamique à travers le temps que j'ai mentionné un petit peu rapidement un peu plus tôt dans la vidéo. Et vous voyez qu'en fait pendant longtemps la France était supérieure à la Belgique. En fait la meilleure équipe de France d'après ce graphe, en fait c'était plus cette équipe de France des années 2000 et quelques. Donc avant 2002, la France était archi favorite à la Coupe du Monde 2022. Mais depuis, il y a eu un énorme creux autour des années 2009 dans la Coupe du Monde 2010. Mais en plus, ensuite, c'est reparti vers le haut. Mais vous voyez que la Belgique aussi est assez forte et même en 2020, même 2018, elle a été a priori plus forte que la France d'après le modèle. Bon, après, chaque match est forcément de l'aléatoire. Mais vous voyez que plus récemment, la Belgique a pas mal perdu et c'est ça qui fait que la France est favorite contre la Belgique. Mais la France a également beaucoup perdu au cours de la dernière année. Et c'est pour ça que le match est, en tout cas d'après Playful AI, plus indécis que ce que les cotes de Unibet peuvent laisser penser. Le modèle de Brad Lettery a récemment suscité énormément d'intérêt, notamment dans le cadre de ce que les Big Tech appellent le problème de l'alignement des modèles de langage. En particulier, dans ce cadre, on demande à des juges humains de comparer différentes réponses possibles d'un modèle de langage pour ensuite le modifier et le pousser à préférer certaines formes de complétion de texte. Alors, historiquement, l'approche annoncée en fanfare par OpenAI lors du lancement de ChatGPT a été nommée Reinforcement Learning with Human Feedback, notamment suite à des travaux de Google et OpenAI de 2017, qui ont ensuite été complétés dans un article de 2020. En gros, l'idée de ces approches est de modéliser les juges humains par une fonction qui assigne un score à chaque réponse de ChatGPT. Ce score va typiquement être une fonction linéaire d'une représentation vectorielle de la réponse. Autrement dit, on représente la réponse par une suite de nombres et on suppose que le score de la réponse est une somme pondérée de la suite des nombres. Il s'agit ensuite de déterminer les coefficients de la fonction linéaire, c'est-à-dire la valeur positive ou négative d'avoir un grand nombre dans chacune des cases de la représentation vectorielle. Ou dit autrement, on va estimer la contribution de chaque coordonnée au score de la réponse, un peu comme on cherchait à estimer le niveau des différents joueurs des équipes de football. C'est limpide, non ? En fait, pour ceux qui ont l'habitude de faire de l'apprentissage des préférences humaines, ce dispositif est loin d'être si révolutionnaire que ce que le marketing surpuissant d'OpenAI peut laisser croire. Il y a trop souvent une tendance dans les organisations qui développent des algorithmes génératifs à survendre leurs travaux et à ignorer ceux des autres, notamment parce que ces organisations font des profits énormes grâce au buzz qu'elles génèrent, alors qu'en pratique, dans les nombreuses entreprises clientes avec qui j'ai échangé, le retour d'expérience est davantage que la valeur commerciale de ces algorithmes génératifs est en fait loin d'être aussi incroyable, dès lors qu'il faut faire plus que simplement pondre des codes basiques, ou dès lors que la fiabilité des informations générées par ces algorithmes est un tant soit peu importante. En fait, côté recherche, l'énorme littérature scientifique sur l'élicitation et l'apprentissage des préférences humaines n'a pas attendu la recherche sur l'alignement d'OpenAI pour développer des solutions. D'ailleurs, si on prend le temps d'y réfléchir un petit peu, on se rend compte que les IA les plus puissantes et les plus lucratives des Big Tech, à savoir les algorithmes de ciblage publicitaire et les algorithmes de recommandation, sont déjà
obsédée depuis bien longtemps par les préférences humaines et elle cherche constamment à prédire ce qui vous plaira en exploitant notamment massivement des modèles de Bradley Terry et les jugements comparatifs des internautes en considérant typiquement que si vous cliquez sur une option, c'est celle qui vous attire le plus parmi celles qui vous ont été proposées. Bref, méfiez-vous de la hype, surtout d'entreprises comme OpenAI, dont l'influence du marketing sur le monde académique est en fait énorme. Il est tellement grand que même moi, je me sens obligé de rajouter l'expression Reinforcement Learning with Human Feedback dans mes articles de recherche, car clairement, cela augmente drastiquement la probabilité que l'article soit accepté. Et oui, le comité de relecture scientifique fait que moi aussi, je relais le marketing d'OpenAI dans mes publications scientifiques pour espérer passer le filtre de la revue par les pairs qui restent des humains, qui eux aussi sont fortement exposés à ce marketing. Pas top. Mais surtout, là où les travaux d'OpenAI sur le Reinforcement Learning with Human Feedback ont vraiment été très largement survendus, c'est qu'on a découvert seulement après coup que le cœur de l'alignement des chatbots, le gros du travail de dressage des algorithmes de langage, réside en fait ailleurs, notamment dans le fameux pré-prompt dont Monsieur Phi vous a excellemment bien parlé et dont beaucoup de chercheurs ont identifié les énormes limites en termes de sécurité. Pour s'en rendre compte, il suffit de taper LLM Jailbreaking ou Prompt Injection sur votre moteur de recherche favori, qui, à n'en pas douter, est DuckDuckGo bien sûr. Quoi qu'il en soit, des chercheurs de Stanford ont par la suite montré que le Reinforcement Learning with Human Feedback est en fait équivalent à une approche peut-être plus simple, en tout cas plus directe, qu'ils ont appelée le Direct Preference Optimization, qui consiste à voir les jugements comparatifs des juges humains comme des votes directement sur les paramètres du modèle de langage. Ainsi, lorsqu'on dit qu'on préfère une réponse A à une réponse B, on dit finalement qu'il faut tourner les paramètres de l'algorithme de sorte qu'ils se mettent à produire plus souvent la réponse A que la réponse B. Eh bien, cette intuition est en fait parfaitement formalisable, notamment à travers un modèle de Bradley Terry paramétré par les paramètres de l'algorithme en question. Autrement dit, l'alignement des réseaux de neurones, qu'il s'agisse d'un modèle de langage ou d'une IA de recommandation, ce n'est finalement pas beaucoup plus qu'un modèle bayésien paramétré de Bradley Terry avec un a priori fourni par le modèle pré-entraîné. Là, le plus compliqué, c'est d'arriver à suivre le rythme. Dit plus simplement, en disant que vous préférez une réponse A à une réponse B, vous ne faites rien d'autre que fournir une sorte de résultat d'un match entre A et B. Et la mécanique de Bradley Terry, surtout quand il est paramétré, permet de modifier automatiquement les algorithmes pour coller davantage à vos préférences, intuitivement en mettant sur le banc les paramètres qui jouent en votre défaveur et en mettant sur le terrain les paramètres qui vont dans votre sens. Il y a un an, je partageais sur Twitter la joie intense d'une découverte mathématique que mon ami Julien Fajot et moi avions faite en cherchant à généraliser le modèle de Bradley Terry pour tenir compte de jugements comparatifs quantitatifs. Concrètement, une victoire 7-0 nous dit un peu plus sur la différence de niveau entre les équipes que le simple fait qu'il y ait eu une victoire. Mais alors, ne pourrait-on pas exploiter cette information sur la différence de but pour peaufiner notre estimation des niveaux des équipes ? Ça serait top. Ce problème est au cœur de Tournesol, où les jugements des contributeurs sont des comparaisons quantitatives entre vidéos, dans la mesure où il y a un slider qui peut être déplacé presque continuellement de gauche à droite. Et c'est donc rapidement devenu l'un des nombreux problèmes fondamentaux de notre projet et, il me semble, plus largement au cœur de tout projet de démocratie numérique. En effet, si on veut que les citoyens votent, il va falloir définir des modes d'expression. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le problème de l'élicitation des préférences. Pour des raisons notamment de facilité de calcul, j'ai initialement opté pour un modèle quadratique qu'on appelle aujourd'hui dans le code de Tournesol le modèle Hookien, en référence au ressort à énergie potentielle quadratique du modèle du physicien Robert Hooke. Ce qui est mieux que rien. Mais on s'est rendu compte par la suite que ce modèle peu justifiable théoriquement avait de surcroît de nombreuses mauvaises propriétés. En particulier, pour des raisons que je vous épargne aujourd'hui, il pouvait arriver que, en accroissant le jugement comparatif entre deux vidéos, on en venait à décroître le score de la vidéo jugée plus positivement. Clairement, cette propriété était fortement indésirable. Elle poussait même des contributeurs de Tournesol à éviter de mettre des jugements extrêmes. Alors, c'était mon cas. Clairement, il fallait un modèle plus solide théoriquement. J'ai alors ressorti de mes tiroirs un vieux modèle que j'avais initialement considéré, sans toutefois avoir su démontrer qu'il avait les propriétés escomptées. Et j'ai ensuite eu la chance de pouvoir en parler à Julien. Et pour être honnête, la merveilleuse structure mathématique dont je parle dans mon tweet, c'est en fait surtout Julien qui l'a découverte. Non seulement Julien a démontré que mon modèle avait la propriété de monotonie, qui dit que si on rend une comparaison davantage favorable à A contre B, alors ça va nécessairement améliorer le score de A et décroître celui de B,
Mais surtout, Julien a démontré que mon modèle faisait partie d'une famille plus générale, qu'on a ensuite appelé modèle de Bradley-Terry généralisé, dont tous les membres avaient cette propriété de monotonie. Qui plus est, de façon très satisfaisante, cette famille contient le modèle classique de Bradley-Terry. Mais il y a mieux. Pour toute cette famille, dont les membres sont paramétrés par une loi de probabilité qu'on appelle la loi Racine, et donc c'est une famille assez complexe, on a néanmoins la garantie que la log vraisemblance sera toujours convexe et même souvent calculable explicitement grâce à de délicieuses connexions avec la théorie des fonctions génératrices de cumulants qui ont été précédemment étudiées pour de toute autre raison par d'autres chercheurs. C'est simple, hein, c'est juste des maths. Et ça va garantir que des algorithmes très simples comme la descente de gradient stochastique vont être capables de calculer rapidement les maximums de vraisemblance d'un modèle de Bradley-Terry généralisé, ou mieux encore, le maximum du postérieur bayésien. Eh oui, parce qu'en ajoutant un a priori bayésien gaussien à la log vraisemblance, on peut même avoir davantage de propriétés désirables encore, comme le fait que pour une sous-famille de la famille de Bradley-Terry généralisée, le maximum du postérieur bayésien est Lipschitz résilient à des jugements erronés. Bon, c'était un peu compliqué. En gros, ce que je veux dire, c'est que sur Internet, ça arrive souvent de faire des erreurs grossières dans les comparaisons, comme par exemple confondre la gauche et la droite. Et pour chaque erreur de la sorte, on a la garantie que l'impact de l'erreur sur les calculs des scores va être limité. Oui, c'est possible. En tout cas, la découverte de cette structure mathématique merveilleuse avec toutes ces belles propriétés, ça a vraiment été pour moi l'un des grands temps forts de l'année 2023 et j'y vois une contribution importante à la recherche sur l'apprentissage des préférences humaines. Et je ne suis pas le seul. Grâce aux contributions ensuite de Sadek Faradkani et d'Oscar Villemot, on a écrit un article de recherche sur le sujet et j'ai le grand plaisir de vous dire que notre article de recherche a été accepté à publication dans la prestigieuse conférence académique AAAI 2024. En tout cas, côté tournesol, on s'est rapidement précipité pour ajouter cette découverte mathématique aux algorithmes qui agrègent les jugements des contributeurs pour ensuite identifier les vidéos qui, selon ces contributeurs, sont les meilleures à recommander massivement parmi toutes les vidéos publiées sur YouTube. De façon plus générale, tout projet de démocratie numérique est inéluctablement confronté au problème de l'espace de parole des citoyens. Dans les scrutins classiques, cet espace est extrêmement limité, puisqu'il correspond à ne choisir qu'un candidat politique parmi une poignée d'alternatives. A l'inverse, sur les réseaux sociaux notamment, cet espace est rapidement chaotique, puisque les citoyens peuvent produire des threads interminables qu'il va être extrêmement difficile d'agréger en une décision collective à prendre, surtout si on veut faire ça de manière transparente et explicable. Des méthodes alternatives d'expression semi-structurées semblent requises. C'est ce que proposent notamment les plateformes Police, Make.org et les Community Notes sur Twitter, où les participants peuvent émettre de courtes propositions et évaluer les propositions des autres avec des jugements directs à coups de like et de dislike. Voilà des formes de délibération beaucoup plus structurées et faciles à analyser et qui permettent néanmoins d'entrer beaucoup plus dans la complexité que les scrutins classiques. Cependant, on pourrait vouloir explorer des propositions plus complexes, notamment celles qui ne tiennent pas en 140 caractères. Et on pourrait par ailleurs avoir des jugements plus subtils que juste dire bien ou pas bien. Eh bien, d'une certaine manière, c'est précisément ce que propose Tournesol. Les propositions considérées sont les vidéos YouTube, qui en fait, à bien y réfléchir, contient chacune des narratifs sous-jacents avec différentes justifications plus ou moins solides. Tournesol propose ainsi d'évaluer ces différentes propositions et plutôt qu'un simple like ou dislike, on demande donc des comparaisons quantitatives entre les propositions qu'on analyse avec un modèle généralisé de Bradley-Terry. C'est puissant, hein. Cependant, il est très loin d'être clair que cette élicitation des préférences par comparaison quantitative de vidéos YouTube soit la meilleure des formes d'expression possibles. En particulier, nombre de contributeurs au projet nous ont suggéré d'avoir un système de notation car celui-ci pourrait être plus simple à utiliser. Voilà qui correspond à un vieux débat dans le domaine. Faut-il préférer les jugements directs, comme sur IMDb, ou comparatifs, comme sur Tournesol ? Eh bien, il se trouve qu'on a récemment fait des progrès dans ces débats que je vous détaillerai une autre fois. Mais intuitivement, si ce qui nous intéresse, c'est de discerner les top vidéos parmi les excellentes vidéos et de ne jamais recommander les vidéos bof, alors une combinaison judicieuse de jugement direct et de jugement comparatif semble en fait être l'optimale. En particulier, les jugements directs semblent très utiles pour dérecommander, mais les jugements comparatifs semblent plus utiles pour recommander le very best. Mais tout ça, on en reparlera sans doute une prochaine fois. L'une des grandes joies des mathématiques, c'est de créer des passerelles qui unifient des sujets a priori extrêmement distants.
J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu vous faire sentir cela. En étudiant les comparaisons, le modèle de Bradley-Terry et ses généralisations font le pont entre un grand nombre de disciplines, de l'évaluation des niveaux des joueurs d'échecs au paris sportif, en passant par l'apprentissage des préférences humaines avec des applications fondamentales pour la démocratie numérique. En particulier, les modèles de Bradley-Terry se sont retrouvés au cœur d'initiatives de démocratie numérique, comme les excellents projets WeBuildAI pour la gouvernance collaborative du don de nourriture et ses variantes appliquées à l'éthique des voitures autonomes ou au don de reins. Et j'aimerais tellement pouvoir vous dire qu'un grand nombre de grandes équipes travaillent d'arrache-pied pour aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la recherche sur les fondements mathématiques, mais aussi philosophiques, psychologiques et sociologiques d'une démocratie numérique sécurisée et satisfaisante. Malheureusement, à l'heure même où la haine triomphe à travers le monde, avec une montée terrifiante de l'autoritarisme et de la corruption, je vous dois bien avouer que les moyens de recherche alloués à ces sujets d'intérêt public sont aujourd'hui minimes, surtout en comparaison des moyens monumentaux alloués aux algorithmes génératifs par le privé et par la recherche publique, lesquels sont en fait beaucoup plus simples à intégrer dans des applications malveillantes, à commencer par les arnaques en ligne, la désinformation et peut-être surtout le cyberharcèlement via des deepfakes pornographiques. J'ai juste envie de vomir. En tout cas, le projet Tournesol va malheureusement être ralenti. Notre association à but non lucratif n'ayant pas su récolter des fonds suffisants, j'ai été contraint de licencier le seul employé de Tournesol, qui est pourtant une personne fantastique et absolument brillante. Tournesol va ainsi redevenir un projet entièrement bénévole, avec des contributeurs dévoués qui, comme moi, développons ce projet et effectuons des découvertes scientifiques uniquement sur notre temps libre quelques heures par semaine. Clairement, si l'on veut vraiment combattre efficacement la haine, la corruption et la désinformation, il va nous falloir beaucoup plus d'aide. Et vous pouvez aider. Ah bon? Vous pouvez aider financièrement avec des dons à l'association ou en nous aidant à effectuer des demandes de subventions. Vous pouvez aussi aider techniquement en contribuant au code libre et open source ou en collaborant avec nous sur des sujets de recherche. Et puis, vous pouvez nous aider directement en fournissant des jugements sur la plateforme qui aideront la communauté à identifier davantage de contenus d'intérêt public et qui nourriront la base de données publique pour attirer les chercheurs vers les sujets de démocratie numérique plutôt que vers la hype des algorithmes génératifs. Enfin, vous pouvez nous aider en promouvant le projet Tournesol autour de vous. Dites à vos proches de participer, interpellez les influenceurs et les journalistes et exigez que la démocratie numérique devienne un sujet central, une réponse indispensable au déclin globalisé des démocraties et à la montée de l'autoritarisme, comme on en parle en long, en large et en travers dans notre livre La dictature des algorithmes. On a désespérément besoin de vous pour avancer la recherche sur l'élicitation et l'apprentissage des préférences des citoyens et pour proposer une solution de gouvernance démocratique de l'espace informationnel, de sorte à empêcher le contrôle de cet espace par des milliardaires devenus surpuissants, par des partis politiques et des ingérences étrangères devenues extrêmement haineuses, et par un cybercrime toujours plus rentable.